Alors, les navigateurs. Le navigateur, c'est le truc, le logiciel, on va dire, le plus... UI backend, bah ça c'est la petite brique qui va faire le lien avec l'OS, typiquement qui va s'occuper de faire le rendu des cases à cocher ou des selects, qui finalement si vous êtes sur un Windows ou un OS X ou un Linux, bah, ça ne va pas avoir exactement la même gueule. Et cette interface utilisateur et même la fenêtre discute avec ce truc-là. Et une couche de persistance de données, parce que le navigateur il a besoin d'écrire des cookies, de faire du local storage. Voilà, c'est à peu près ça les briques principales, et nous on va zoomer sur celle-ci. Alors, celle-ci, elle est à peu près, si on éclate, il y a ces quatre noms, je ne sais pas combien il y en a, mais ces briques-là qui travaillent ensemble. Alors, HTML et CSS, ça vous pouvez considérer que c'est vos fichiers HTML, vos fichiers CSS tels quels, à l'état brut. Donc voilà. De ces fichiers-là, on construit des arbres, des représentations en arbres. Je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler du mot DOM, ou ce que c'est qu'un arbre DOM. Et ben, le DOM, donc, c'est l'arbre de l'HTML, je décris ça juste après. CSS Home, c'est la même chose pour le CSS. Ensuite, le combo des deux arbres fait un autre arbre qui s'appelle le render tree. En fait, on a 4 de ceux-là, mais je ne détaille pas. Et il y a une opération de layout ou de reflow, c'est le terme qu'on retrouve selon si on est chez Firefox ou Chrome, et une opération de paint qui est vraiment dessinée sur l'écran, parce que les carrés, les rectangles, les textes, etc. Alors, on va aller voir maintenant chaque petit carré en détail. Alors, le DOM. Le DOM, le navigateur, il reçoit... Oh, il est faux ce compteur. On reçoit les caractères, du coup la couche networking que je vous avais vu tout à l'heure envoie les bytes par morceau de 8 kilooctets à chaque fois. Et il y a tout un process pour construire cet arbre, donc le DOM, en tokenisant l'HTML et en créant des nœuds. Tokenisant, ça veut dire en parsant le code HTML, en détectant le début et la fin de chaque balise, ce qui est à l'intérieur, de quoi, et construire cette espèce d'hierarchie, ces nœuds, pour en faire un object model. Grosso modo, si je donne cet exemple d'HTML là, on a quelque chose comme un arbre qui ressemble à ça, avec des éléments du DOM, et on a en général un match one-to-one. Chaque morceau, chaque nœud correspond à quelque chose dans l'HTML. En fait, le parsing de l'HTML est super complexe par rapport aux autres langages. Il est super spécifié par W3C, et c'est super complexe parce que c'est permissif beaucoup trop. On est tous contents de dire, en fait, on oublie une balise, on oublie de fermer un truc, et ça marche quand même. Le navigateur ne vous a jamais gueulé dessus en disant, bah non, je ne sais pas afficher ce truc-là. Il y a toujours quelque chose qui est affiché, quoi qu'il arrive. Ça rend le parsing de ce truc-là super compliqué à faire, quoi. Et vous savez très bien que ça, c'est du code HTML très très valide, au sens W3C. On n'est pas obligé de fermer toutes les balises. Et vous voyez, ça donne exactement le même arbre que tout à l'heure. Et donc, mon parseur, si jamais j'en code un demain, il devrait être capable de gérer les deux cas. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Le CSS Home, je ne détaille pas trop, c'est plus simple à parser parce que la syntaxe est plus rigoureuse. Si on oublie pour le point virgule, le CSS il sera plus parsé, il sera ignoré. Donc là, on s'appuie sur des parseurs connus qui existent comme Bison, qui est utilisé par plein d'autres langages. Ruby aussi utilise par exemple le même parseur Bison, qui permet de tokeniser des chaînes de caractères et selon une grammaire de construire des arbres. Alors le render tree c'est quoi? C'est le combo de ces deux-là. En fait dans le render tree on prend des morceaux du DOM, des morceaux du CSS Home et on les met ensemble et on construit un arbre. Sauf que la particularité de ce render tree c'est qu'il va contenir que les choses qui vont finir représentées à l'écran. Donc par exemple la balise title, head, etc. dans votre HTML ne se retrouvera pas dans un render tree, on s'en fout. Tout ce qui est display none dans vos CSS ne se retrouve plus dans le render tree. Pareil, on s'en fout. Petite parenthèse, ce qui est visibility hidden dans vos CSS se retrouvera dans le render tree. Donc ça, c'est des choses maintenant que vous saurez. Et donc voilà. Et donc on a plus ce matching one-to-one sur ce qu'on a dans l'HTML avec le render tree. Alors l'opération de layout, c'est quoi? C'est une fois qu'on a cet arbre qui mélange à la fois des morceaux de l'HTML et des morceaux du CSS, on veut trouver la position géométrique, le x et le y, de chaque élément et sa taille, ses height et ses width. Et ce truc-là, le moteur qui fait les layouts, qui calcule tout ça. Donc il traverse le render tree en plusieurs fois et il recalcule les positions de chaque élément.
Tac, tac, tac. Comme il n'y a pas beaucoup de... Ah oui, non, c'était à l'envers le chrono. Ok. On a deux types de layout. Du coup, j'allais zapper ça, comme je vais le dire. On a les layouts qui s'appellent globaux, les layouts incrémentaux, un layout global. Si jamais vous changez les font size sur votre navigateur, tout a priori va bouger de place. Donc le navigateur décide de faire un layout de tout. Il recalcule la position de chaque élément. Donc ça, c'est des opérations qui coûtent du temps. Ça va coûter 30 millisecondes, 100 millisecondes, ça dépend de la complexité de vos pages. Le layout incrémental, en fait, il y a un petit système qui dit, s'il y a un morceau du DOM qui va bouger, il y a un petit flag qui s'appelle dirty, on va rendre ce morceau du DOM dirty et le navigateur va recalculer les positions qu'à partir de ce morceau-là et de ses enfants. Il ne va plus regarder, il ne va pas recalculer toute la page. Donc c'est plus rapide. Je ne détaille pas plus. Et l'opération de paint, c'est vraiment le moment où, une fois qu'on a les positions maintenant de chaque élément, les tailles, etc., on a un truc qui va générer vraiment, c'est ça, des bitmaps, donc des images couche par couche de la page web, et qui va les envoyer au GPU, qui lui s'occupe de les afficher sur l'écran tel quel. Alors, je récap rapidement avant d'ouvrir une console du navigateur, super. On parse, on a un DOM, le DOM ou les DOM deviennent des render trees, il y en a 4, des render trees. Le layout, cette opération de layout, c'est ce qui trouve les positions géométriques des éléments et leur taille. Et le painting, c'est ce qui va dessiner ces éléments-là sur un écran. C'est ça les opérations principales que fait un navigateur. C'est super complexe à l'intérieur, mais c'est super facile à comprendre petit à petit et à aller découvrir, fouiller sous le capot ce qui se passe. Ça, c'est des slides du coup, qui seront en ligne avec plein de liens où vous pouvez aller vous amuser. Celui-ci en particulier, si vous voulez construire votre propre navigateur. Et merci. Et par contre, avant de merci, je passe à un petit exemple en live. Je vous ai préparé ce petit HTML. Un petit HTML à la con avec un carré que je transforme en CSS, deux paragraphes, un bouton sur lequel je peux faire un border quand je suis. Okay. Si je veux maintenant inspecter ça, alors, je suis sur Chrome là. Chrome est largement plus avancé que Firefox sur cette petite chose-là. Je vais dans le timeline et je vais essayer de comprendre comment ça a été dessiné, ce truc-là. Donc, je vais recharger la page en profilant. Donc, je fais pomme R. Hop, il enregistre. Je termine. J'ai ici des petites choses. Alors, je vais zoomer sur ces petites choses-là. Tac. Comme ça. Et là, vous voyez, déjà, j'ai... comment je vais vous montrer ça? Je vais rester sur mon écran. Ici, j'ai la suite des opérations qui sont faites jusqu'à ce que le truc soit affiché sur la page. Il y a un code couleur. Par défaut, donc ceux-là, j'ai des codes, je vais pas les voir. Toute la partie rendering, ça, c'est les layouts. Et toute la partie painting, c'est les paints. Et en fait, si on va zoomer plus particulièrement sur ce carré, comment il a été dessiné, donc je vais descendre, je vais afficher ça comme ça, je zoome là-dedans, je vais essayer de repérer. Sur le paint ici dans la liste. Et ici, on a un petit truc, donc sur le paint là, j'ai un paint profiler. Et là, ce que vous voyez ici, c'est le fameux bitmap qui a été généré, qui a été envoyé au GPU tel quel. Okay, c'est ma page en fait ici. Et ici, on peut aller zoomer, voir qu'est-ce qui s'est passé par exemple entre cette étape et cette étape. Et là, on voit comment le carré il a été dessiné. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller fouiller maintenant là-dedans et de comprendre en fait ce qui se passe. Et bien si on regarde, voilà le premier truc qui se fait, c'est cette matrix-là. Celui-ci, il y a des... Je vais juste monter le truc, j'y arrive pas. Bon, tant pis, je ne sais pas si vous arrivez à lire de là-bas. Il y a ici des chiffres, ça va correspondre à la rotation que j'ai fait de X degrés de mon truc. Ensuite, si je vais un peu plus loin, hop, il y a un premier rectangle qui est dessiné, grand rect.
Donc c'est un rectangle le gris foncé du coup, et qui prend une certaine taille. Donc là, hop, je peux avoir ici le summary de combien cette opération a pris de temps. Et ça, c'est parce que j'avais mis dans mes CSS qu'il y a un width de 80, un height de 80, et ainsi de suite. Ensuite, il y a un autre rectangle. Donc là, en fait, c'est les borders. J'avais mis un border 10 pixels en gris clair, et il a dessiné en une seule fois. Ça, c'est une opération très particulière parce qu'en fait, il le dessine en top, right, bottom et left. Il dessine 4 rectangles, mais il y a une étape intermédiaire qui s'appelle le compositing, donc Chrome, très récente, qui permet d'optimiser comment les choses sont dessinées à l'écran, de gagner quelques millisecondes, même quelques 0, et quelques millisecondes. Et donc là, on observe cette opération de construction de ce truc-là. Je veux juste finir sur un truc, ça va me prendre 30 secondes. Ce petit truc-là, je survole le bouton, j'ai un border qui s'affiche. Le code de ça, il est là. Donc, au over, très naturel, je mets un border de 2 pixels, et comme je ne veux pas que tout bouge, je mets une marge négative. Ça, c'est quelque chose de plutôt courant. Le problème là-dedans, c'est que maintenant que vous savez un peu comment déconstruire le dessin d'une page web en layout et en paint, le fait d'avoir rajouté un border de 2 pixels et changer la marge, vous changez la géométrie du truc. Et là, en fait, vous êtes en train de déclencher ce qu'on appelle un re-layout ou un reflow, où le navigateur il est obligé de recalculer les positions des éléments, même si techniquement, enfin, visuellement, rien ne change, mais il est obligé de les recalculer. Du coup, c'est une opération qui va coûter quelques millisecondes, ou 0 dizaines de millisecondes de plus. On peut en fait l'observer en revenant là, en affichant la console. Et là, j'ai plein d'onglets du coup sur la console, rendering. Vous pouvez enable paint flashing. Et là, ça va mettre des rectangles verts là où il y a des repaint en live. Et quand je survole, vous voyez, il est obligé de tout refaire parce que tout a changé. Techniquement pour lui, même si rien ne change, mais tout a changé dans les positions. Si je veux optimiser ce bout de CSS, au lieu d'écrire un border ici, et bien ici, je viens ce border, je le monte là, sauf que je vais le mettre transparent comme couleur, et ici, je vais lui donner juste un border color red. Vous voyez venir? Et la marge, j'en ai plus besoin. Alors, la page, absolument rien n'a changé. J'ai toujours mon truc tout pareil, sauf que là, vous voyez le repaint, j'ai plus que mon bouton qui est repeint, et en fait, sur mon raw profile, j'ai complètement éliminé l'opération de layout ou de reflow. Donc techniquement, j'ai gagné quelques micro-millisecondes dans l'histoire. Voilà, et j'arrête.